Nos métiers sont au service des populations, au service des territoires, depuis toujours. Et dans le cadre des transitions énergétiques, écologiques, je crois que nos métiers seront encore à l'honneur pour être les acteurs de ces transitions. Le secteur des travaux publics est considéré aujourd'hui comme un des secteurs le plus engagés dans la transition écologique. Mais comment participe-t-il à cette transition? Xavier Neuschwander, président de la Commission fédérale technique et innovation à la FNTP. Alors, le secteur des travaux publics participe à la transition écologique à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la réduction de l'empreinte carbone de nos travaux, puisque quand nous faisons des chantiers, quand nous réalisons des ouvrages, on a une empreinte carbone et que nous travaillons très fortement aujourd'hui à réduire cette empreinte carbone jusqu'à atteindre la neutralité carbone. Ça, c'est le premier aspect qui est très important parce que globalement, notre empreinte carbone, c'est 3,5% des émissions françaises de CO2, c'est-à-dire 2 fois notre part dans le PIB. C'est significatif. La deuxième façon de participer à la transition écologique, c'est que les ouvrages que nous réalisons sont des ouvrages qui constituent le lien entre les hommes. Le lien entre les hommes grâce aux mobilités, le lien entre les hommes grâce au réseau de télécommunications, le lien entre les hommes grâce aux lignes électriques, grâce à la production d'énergie, grâce au réseau d'eau et évacuation des eaux usées. Nos travaux sont absolument indispensables pour que la vie humaine puisse avoir lieu dans les conditions que nous connaissons. Et donc, un des enjeux essentiels de la transition écologique, c'est de décarboner les usages des ouvrages que nous réalisons. Et ils sont très nombreux. Quand on construit une voie ferrée, on permet d'éviter des circulations automobiles qui sont productrices de carbone. Quand on construit des réseaux de bornes de recharge électrique, on permet de décarboner la mobilité automobile. Quand on construit une voie LGV ou un métro ou un tramway, on permet d'améliorer la mobilité urbaine tout en la décarbonant. Donc, vous voyez, les exemples sont extrêmement nombreux. Pour décarboner les mobilités et les usages de nos infrastructures. Il y a un autre aspect qui est excessivement important et qu'on oublie trop souvent de citer, qui est la protection des territoires contre les conséquences du changement climatique. Le trait de côte est de plus en plus menacé par la montée des eaux, les crues sont de plus en plus nombreuses, les glissements de terrain également, et donc nos métiers participent à la protection des territoires contre ces agressions liées au changement climatique. Un autre aspect également très important, c'est la lutte contre le stress hydrique. Comment faire en sorte que l'eau soit le mieux gérée possible sur nos territoires, de façon à pouvoir l'utiliser, à ne pas manquer d'eau pendant les périodes de sécheresse, et à ne pas avoir trop d'eau, au contraire, pendant les périodes de crue. Les exemples récents de l'année dernière montrent à quel point ces enjeux deviennent des enjeux importants. Ces contributions à la transition écologique peuvent sembler foisonnantes, voire peu coordonnées, tant les domaines d'intervention des travaux publics sont variés. Mais c'est tout le contraire. La participation des travaux publics à la transition écologique a été entérinée par une stratégie nationale qui agit sur toutes les facettes du défi. Une stratégie nommée 3R plus M. Explication. Valérie David, directrice de la transition écologique à la FNTP. Donc la stratégie de transition écologique de la Fédération nationale des travaux publics est très structurée. Elle s'articule autour de ce que nous avons appelé communément les 3 R plus M. Je m'explique. Donc ça commence par la réduction des émissions. Ça représente à peu près une vingtaine de milliards d'euros d'investissement par an de l'État, des collectivités locales et de tout le secteur, en fait, pour décarboner ou du moins réduire les émissions de carbone dans les infrastructures durables, les réseaux d'énergie, les écomobilités, les plateformes d'économie circulaire. C'est notre contribution à ce que nous appelons l'atténuation du dérèglement climatique, c'est-à-dire réduire les émissions pour limiter le stock de carbone et de gaz à haut potentiel de réchauffement planétaire dans l'atmosphère. Et puis, nous avons les deux autres R, tout aussi importants. R pour résilience climatique,
Donc, c'est ce que nous appelons l'adaptation des infrastructures existantes, tout ce qui est ouvrage de protection contre les inondations, les barrages, les digues, la protection contre le retrait de trait de côte, contre les pluies torrentielles, les submersions marines, les gonflements, retrait d'argile, la protection de la ressource en eau, etc. Donc ça, c'est à peu près de 2020 à 2050, estimé à 143 milliards d'euros de besoins d'investissement public, tous acteurs publics confondus, pour à peu près 84 000 emplois. Et puis, le troisième R, c'est la restauration des milieux. C'est tout ce qui concerne le diagnostic pollution, la désartificialisation, la dépollution effective des sols, la renaturation, la restauration des services écosystémiques, c'est-à-dire les services rendus gratuitement par la nature à l'homme, tout cela étant en pleine expansion et encore difficile à cadrer. Mais grosso modo, nous avons estimé à plus de 6 milliards d'euros par an le besoin d'investissement public pour à peu près 100 000 emplois, ce qui est énorme et ce qui est encore une fois en pleine expansion. Et puis, il y a le M de maintenance. Bien évidemment, toutes ces infrastructures, qu'elles soient de mobilité, d'énergie ou autres, ont besoin d'être entretenues et maintenues dans la durée. Et l'objectif, c'est que dès la maintenance, nous puissions intégrer des éléments de résilience climatique pour leur permettre de traverser sans dommage les aléas météorologiques directement liés aux conséquences du dérèglement climatique. Les travaux publics sont déjà engagés dans la transition écologique et prêts à répondre à la demande de leurs commanditaires. Mais comment les clients, que sont l'État, les collectivités territoriales ou les entreprises, s'impliquent pour que les projets de construction ou de rénovation s'effectuent dans le respect de cette transition? Valérie David. Les appels d'offres de transition écologique dans la commande publique sont majeurs par rapport aux appels d'offres classique. J'ai même tendance à dire qu'il n'y a plus d'appel d'offres classique. Aujourd'hui, un appel d'offres, que ce soit pour une restauration de ponts, une rénovation de réseaux routiers secondaires, une centrale biomasse ou un parc photovoltaïque, tous ces travaux, tous ces appels d'offres prennent en considération à la fois l'atténuation du changement climatique et la résilience, donc l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique. C'est d'autant plus vrai que les financiers, les bailleurs, les prêteurs, les assureurs sont eux-mêmes dans cette recherche de la maîtrise du risque climatique et de la contribution nette à la transition écologique, puisqu'ils y sont soumis de par la réglementation européenne. Donc on a aussi des acteurs financiers qui sont engagés à nos côtés dans la transition écologique. C'est extrêmement important de le souligner, parce que même si nous dépendons à 70% de la commande publique, elle-même est associée à des acteurs financiers, publics mais aussi parfois privés, et donc cette nécessaire maîtrise des risques liés à l'environnement et au climat se répercute par effet domino sur la qualité des appels d'offres de la commande publique auxquels nous répondons. Maintenant, lorsque les entreprises travaillent sur leur chantier, elles font appel à des engins grands consommateurs d'énergie. Elles utilisent des matériaux comme le ciment, l'acier, le bitume, appelé aussi enrobé. C'est pas bon pour la planète, non? Doit-on considérer ces émissions comme irréductibles? Est-ce qu'il y a une limite à la décarbonation de l'activité des travaux publics? Xavier Neuschwander, président de la Commission fédérale technique et innovation à la FNTP. Alors les entreprises ETP prennent soin de la planète dans leur mode de fonctionnement en décarbonant leur activité. Globalement, les émissions de carbone liées à nos activités, pour 90%, sont liées aux énergies que nous utilisons pour faire tourner nos machines et aux matériaux que nous utilisons. Plus exactement, le gazole que nous brûlons dans nos machines représente 25% environ des émissions de carbone de nos métiers, et les matériaux que nous utilisons, le ciment, les aciers, le bitume, représentent 65%. Et donc aujourd'hui, nous travaillons à la fois avec nos fournisseurs, mais également en interne, de façon à trouver des solutions décarbonantes. Quelques exemples. Pour les carburants, nous allons introduire de plus en plus de biocarburants dans les carburants qui sont utilisés dans nos machines, de façon à décarboner l'usage de nos matériels. Ça, nous travaillons avec l'État aujourd'hui pour définir quelles sont les meilleures chaînes de production de biocarburants nous permettant d'atteindre cet objectif.
Nous travaillons également avec les cimentiers pour avoir des ciments moins carbonés que ceux que nous utilisons jusqu'à présent, parce que le ciment est un très gros émetteur de carbone. Nous travaillons également avec les fabricants d'acier, les sidérurgistes, pour recycler davantage les aciers, de façon à éviter l'usage de minerais d'acier, enfin minerais de fer, et réutiliser au maximum les aciers qui ont déjà été utilisés une fois. Mais également décarboner la fabrication de ces aciers en utilisant des sidérurgies qui sont davantage recours à l'hydrogène ou à l'électricité. Vous voyez, les chances sont énormes pour décarboner notre activité. Et vos fournisseurs de matériaux jouent-ils le jeu pour faciliter la décarbonation de vos activités? Valérie David, directrice de la transition écologique à la FNTP. Puis on a aussi l'arrivée d'une future directive qui s'appelle la CS3D, qui est une directive sur le devoir de vigilance pour connaître clairement tout le parcours des matériaux qu'on achète et qui arrivent sur un chantier de TP et réduire le recours à des matériaux fabriqués dans des pays sans politique climatique et évidemment sans aucun respect des droits humains. Donc s'il y a un secteur qui peut vous aider à concrétiser votre rêve d'une contribution nette à la transition écologique à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la résilience climatique et la restauration des milieux, ce sont les travaux publics. OK pour les matériaux, mais comment vous recyclez ce que vous enlevez dans les rénovations? Valérie David. Après, il y a tout le champ de l'économie circulaire, qui est un champ qui a été ouvert depuis longtemps, au moins dans la partie recyclage. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que les dispositions de la loi anti-gaspi économie circulaire nous obligent tous, c'était déjà le cas pour beaucoup de chantiers, mais nous obligent à atteindre le seuil de 70% de matières recyclées, avec l'obligation de tenir un registre des déchets sortants et des registres des déchets générés par l'entreprise. Donc tout ça a été pris en compte par la Fédération nationale des travaux publics. On a un certain nombre d'outils gratuitement mis à disposition pour nos adhérents, pour les rendre conformes aux obligations issues de la loi AGEC. Mais on veut aller plus loin parce que traiter les déchets, c'est bien, mais comme vous le comprendrez facilement, ce qui est mieux, c'est d'assurer un tour complet. C'est-à-dire, non seulement je fais un diagnostic de mes déchets, non seulement je trace leur entrée, leur sortie de chantier, mais je veux aller jusqu'à leur valorisation matière, ce qu'on appelle la valorisation matière, pour éviter qu'ils ne soient uniquement valorisés sous forme énergétique, c'est-à-dire thermique. L'intérêt, c'est le réemploi, ce qu'on appelle aussi l'upcycling, c'est-à-dire avoir une valorisation de ces matériaux qui permettent de leur donner une seconde vie, parfois même avec une valeur ajoutée. On a parlé matériaux décarbonés, matériaux recyclés. Les entreprises de travaux publics travaillent dans les villes, mais aussi dans les campagnes, quand elles restaurent une route, par exemple. Qu'en est-il de l'impact sur la faune et la flore? Xavier Neuschwander, président de la Commission fédérale technique et innovation à la FNTP. Un autre aspect qui est tout aussi important, c'est l'attention que nous portons à la biodiversité dans le déroulement de nos chantiers, où aujourd'hui, c'est un sujet majeur, au même titre que la sécurité de nos collaborateurs, la sécurité des espèces protégées ou non qui environnent notre chantier sont complètement prises en compte dès la conception de ces chantiers. Aujourd'hui, les scientifiques nous mettent en garde sur la prolifération des espèces envahissantes nuisibles pour la faune et la flore. Les travaux publics, en remuant les terres et les matières, participent quelque part à cette propagation, non? Valérie David, directrice de la transition écologique à la FNTP. Alors, il y a aussi les soins apportés à la biodiversité. Je vais vous donner un exemple concret. Nous sommes soumis malheureusement à la menace des espèces exotiques envahissantes floristiques. Il faut savoir que les espèces exotiques envahissantes, ça représente la troisième cause d'effondrement de la biodiversité. Ce sont des espèces qui viennent coloniser nos habitats locaux et qui viennent finalement, par compétition, détruire les espèces locales. Alors, c'est grave en soi,
Mais ça l'est encore plus quand ces espèces exotiques envahissantes ont des impacts sanitaires et environnementaux néfastes. Alors les plus connus, c'est la renouée du Japon, c'est l'ambroisie, c'est la jussie du Canada, c'est la berce du Caucase, c'est ce genre d'espèces avec des noms charmants, mais qui peuvent avoir des conséquences très graves sur le terrain. Et nous, travaux publics, nous ne voulons pas que la prolifération de ces espèces passe par les chantiers. Donc, nous prenons le problème à bras-le-corps avec, par exemple, une application qui s'appelle LuciTP, qui a été développée en lien avec PlanteNet et qui va permettre sur les chantiers de faire voiture-balai après les inventaires faune-flore, de s'assurer que le chantier, le terrain destiné à être travaillé par les différents corps de métier des travaux publics n'ait pas été colonisé par des espèces exotiques envahissantes et que nous soyons malheureusement et involontairement le disséminateur de ces espèces à travers des opérations de mise à nu de terrain ou de remblai des blés. Donc l'UCTP, ça permet de reconnaître l'espèce, d'informer le maître d'ouvrage, la hiérarchie du chantier, voire le Conservatoire botanique et le Muséum national d'histoire naturelle de la présence de cette espèce et de savoir ce qu'on fait. Il y a une vraie prise de conscience de la part des entreprises de travaux publics. Construire et rénover sans polluer et en respectant notre environnement est une mission. C'est le sens du témoignage de Jean-Pierre Cheval, président du groupe du même nom, situé dans la Drôme. Il s'agit d'un dirigeant d'une entreprise de travaux publics écolo, comme il en existe sur le territoire. Jean-Pierre Cheval. Moi, j'ai mis l'entreprise en mouvement. J'ai fait prendre conscience aux collaborateurs du fait que l'on doit s'adapter. Nos métiers doivent s'adapter, mais aussi nos positionnements, nos méthodes, nos process à ces transitions qui sont nécessaires, indispensables. On a travaillé longtemps au service des populations, au service des territoires. Je crois qu'on avait un petit peu oublié de la planète et aujourd'hui, il est important d'intégrer des activités qui préservent notre environnement. Et du coup, nous, on va vers des activités très novatrices ou plus responsables en termes d'économie circulaire. Alors, on réfléchit à optimiser le cycle de l'eau. On réfléchit à réintégrer de la vie animale, végétale dans les infrastructures, dans les lieux de vie. Donc là, c'est le périmètre sur la biodiversité. On réfléchit à être moins impactant dans notre quotidien, dans nos process. Donc on a une politique énergétique vertueuse, puisqu'on essaye d'être responsable et d'avoir recours aux carburants, aux énergies alternatives. Chez Jean-Pierre Cheval, quand on travaille dans les travaux publics, il faut être cohérent entre la préservation de la planète et la gestion de l'entreprise. Jean-Pierre Cheval. On a mis l'entreprise en mouvement de par le fait de prendre un statut de société à mission en 2020, qui a créé une vraie émulation interne, une vraie attractivité vis-à-vis de l'extérieur, puisque nos métiers ont du sens, nos métiers sont à mission, mais du coup, ça a mis en lumière l'entreprise et donné plus de sens, du coup, attirer plus de monde. On reste une société de travaux publics traditionnelle, mais avec une communication pour expliquer qu'on peut continuer nos métiers en ayant des petites attentions quotidiennes qui permettent de limiter les impacts. Côté préservation des ressources dont a besoin son entreprise dans ses activités, comme les granulats, l'enrobé, le béton, etc., comment ça se passe? Jean-Pierre Cheval. Alors, en ce qui concerne tout d'abord l'impact de nos activités, on a dit qu'il faut quand même faire un état initial. Donc, on a décidé très rapidement de mesurer notre impact carbone et du coup de calculer notre bilan carbone pour faire un état initial, voir quels étaient nos dégagements, notre impact sur les gaz à effet de serre et en essayant de trouver des solutions correctives. Donc, c'était une des premières missions. Et puis, on a travaillé sur d'autres axes. Donc, je parlais de la préservation des ressources. Donc, préservation des ressources, c'est les ressources naturelles au départ, nécessaires à nos activités, donc les granulats. C'est aussi les ressources en eau. Alors, en ce qui concerne les granulats, je crois que les travaux publics sont un bon élève, puisque le recyclage des matières issues de nos activités se sont démocratisés depuis plusieurs années maintenant. Et que ce soit les bétons, que ce soit les enrobés,
Ils sont transformés, préparés pour être réorientés et réutilisés soit sur les chantiers de travaux publics, notamment en sous-couche de fond de forme, soit dans les industries pour refaire des enrobés avec l'intégration de matériaux recyclés, de granulures recyclés, et de même pour le béton. Donc, je crois que c'est une vraie force de nos métiers de savoir réutiliser la matière et préserver ce que l'on a, préserver la ressource naturelle. Et qu'en est-il de l'eau? On a aussi réfléchi à préserver l'eau, puisque même si ce n'est pas forcément le premier matériau qu'on utilise dans nos métiers, on en a nécessairement besoin, notamment pour les activités routières. Et aujourd'hui, on peut utiliser de l'eau recyclée, captée sur les descentes d'eau pluviale de nos sites, et être utilisée, par exemple, pour l'arrosage de nos enrobés, de nos compacteurs, qui fait partie d'un process de nos métiers. Préserver la ressource en eau, c'est aussi et surtout une activité des travaux publics, puisque les canalisateurs sont là pour ça, et le renouvellement des canalisations est un vrai axe de notre profession. Quelles nouvelles énergies utilisez-vous pour être moins impactant sur l'environnement? Jean-Pierre Cheval. Un autre axe de réflexion et d'amélioration a été la réflexion sur la politique énergétique de l'entreprise. On avait un petit peu anticipé avant la crise énergétique, mais toute cette réflexion a pris son sens sur le fait qu'on se doit d'être moins impactant et essayer de maîtriser ses ressources en énergie. Donc, on a développé plusieurs axes dans le cadre de cette politique énergétique. On a décidé d'équiper nos sites de panneaux photovoltaïques pour pouvoir faire de l'autoconsommation électrique avec cette énergie solaire. On a réfléchi d'orienter notre flotte vers des énergies alternatives. Donc aujourd'hui, le biocarburant est une solution accessible et facile à mettre en œuvre. On a fait le choix d'aller vers une autre solution technologique existante, qui est l'utilisation de biogaz. Et pour finir, il paraît que vous avez embauché un écologue. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Jean-Pierre Cheval. Un point important des transitions et des sensibilités que nous devons, nous, entreprises de travaux publics, avoir, c'est l'impact de nos activités sur l'environnement dans lequel on intervient. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience qu'il fallait préserver l'environnement. Donc, limiter les emprises de chantier, ça a été un des premiers axes auprès de nos collaborateurs. Et surtout, les éduquer à reconnaître les espèces sensibles, que ce soit des espèces végétales ou la présence de biodiversité ou d'espèces animales. Donc, on s'est doté en interne dans l'entreprise de compétences spécifiques. On a intégré un écologue qui fait un travail de sensibilisation, de pédagogie, d'éducation auprès des équipes pour qu'elles soient bienveillantes et vigilantes à limiter notre impact et à respecter le biotope qui nous entoure le plus possible en évitant ou en déplaçant le biotope que l'on a découvert. Je peux vous dire que ça marche. J'ai des exemples concrets où sur un site, rapidement, c'est un site de carrière, rapidement, un de nos chauffeurs a contacté l'écologue. Il avait identifié des traces qu'il ne connaissait pas et il a demandé à l'écologue de venir voir. L'écologue lui dit tu vois, ce sont des nids d'hirondelles. Donc, essaye de préserver ce front de taille. Et quelques semaines après, le même chauffeur a appelé l'écologue pour lui dire est-ce que tu peux vite venir voir? Alors, oui, je vais passer, qu'est-ce qui se passe? Simplement, voilà, les hirondelles sont arrivées. Et avec un petit peu de vigilance, on a protégé les nids d'hirondelles. Ça n'a pas perturbé le déroulement de l'exploitation de notre site. Il y a juste eu un petit peu de vigilance. Voilà.